Bonjour, merci de suivre cette émission spéciale consacrée évidemment au deuxième tour des élections législatives en France. Et je salue la présence de Michel Cotta, bonjour, éditorialiste, Jean-Louis Bourlange, bravo Jean-Louis Bourlange pour votre réélection en tant que député hier, brillante réélection, Dominique de Montvalon, éditorialiste également, que nous voyons souvent ici. Alors, je pensais vous céder la parole en premier, Michel, mais comme vous préférez commencer après quelqu'un d'autre, Dominique, en tant que journaliste... Je veux bien me lancer. Quelle est la question ? Lancez-vous. La question est, qu'est-ce qui vous a le plus surpris hier soir ? Tout. Je m'attendais à une situation confuse et éventuellement préoccupante. J'étais étonné, voire même sidéré, je ne réécris pas l'histoire, dans les jours qui ont précédé ce second tour, des propos de certains, et certains sondeurs notamment, qui expliquaient il y a un suspense énorme pour Emmanuel Macron, c'est majorité absolue ou majorité relative. Ça me paraissait bien audacieux d'être aussi catégorique. J'arrête. Ce qui s'est passé hier m'a abasourdi. Alors bien sûr, on commence maintenant à accommoder, comme on dit, et à essayer de comprendre. Je suis très loin d'avoir compris. C'est une situation très confuse, par certains côtés angoissante, et politiquement qui peut déboucher sur, non pas sur n'importe quoi, parce que la France vient de loin, mais sur des situations que nous n'avions jamais, peut-être, j'ose le dire, enfin j'espère ne pas me tromper, vécu sous la Ve République. Un blocage complet et un président qui a sous-estimé les enjeux, pour le moins, et qui se retrouve avec une assemblée quelque part... Enfin, c'est monsieur le député qui est mieux placé, ô combien que moi pour le dire, mais qui risque d'être ingouvernable. Est-ce que la dissolution est à l'horizon ? À court terme, non. À moyen terme, ce sera difficile de l'éviter. Michel Cotta, quelle est votre opinion alors ? Est-ce que c'est Oui, moi j'étais aussi étonné. Je m'attendais à une majorité relative parce que, en effet, le président de la République n'avait pas fait confiance. Et comme le dit un de vos amis, François Bayrou, il faut lutter jusqu'au dernier moment quand on a une élection, jusqu'au dernier moment, jusqu'au vendredi minuit. Donc on voyait bien que ça n'avait pas été le cas du président de la République, ni d'ailleurs à son élection présidentielle, ni pour les élections législatives. Donc moi je me disais que la majorité absolue était inabordable. Bon, ce que je sous-estimais, c'est la poussée du Front National, du Rassemblement National, qui est, je crois, la grande démonstration, parce que la France n'est pas à gauche et que Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait la preuve qu'il réunissait plus de députés de gauche et plus de voix pour la gauche qu'avant. Au contraire, jamais la gauche n'a été aussi bas. Et ça, on ne l'a pas tout à fait dit hier soir, ou en tout cas, tous les commentaires du jour même sont partis sur, au contraire, Mélenchon qui risque d'écraser l'Assemblée. Non, le groupe le plus important, c'est Marine Le Pen. Et ce qui fait peur, évidemment, c'est l'écrasement de la majorité macronienne entre deux populismes, le populisme de gauche et le populisme de droite, qui ont beaucoup de points communs, ne serait-ce que la retraite à 60 ans. Jean-Louis Bourlange, votre réélection n'a pas été difficile. Vous avez été réélu quasiment avec le même score. Vous avez lutté jusqu'au dernier moment. Et vous avez... Absolument. Alors, comment expliquez-vous cette quasi-absence du chef de l'État dans cette longue période ? Non, moi, je n'explique pas. Je crois que le chef de l'État a été engagé dans des affaires gouvernementales, que ce soit la lutte contre la pandémie, puis la guerre d'Ukraine, et la présidence de l'Union européenne, qui est une charge quotidienne extrêmement importante pendant très longtemps. Ensuite, il a fait cette campagne présidentielle qui a été assez difficile parce qu'elle consistait à récupérer des voix de droite au premier tour et des voix de gauche au second, ce qui est toujours assez difficile à calibrer. Et ensuite, il a sans doute sous-estimé, comme beaucoup, moi ce n'était pas mon cas, sous-estimé le risque d'un déphasage entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Mais moi, ce qui m'a frappé hier, c'est certainement pas que la majorité ait été relative. Je crois que, comme vous l'avez dit tous les deux, c'était très probable qu'elle le fût. Je pense que c'est complètement excessif de parler de déroute. J'entends parler de déroute. La déroute, c'est la majorité, c'est la gauche en 68 ou la gauche en 93 ou la droite en
en 81, là on a un tassement, une majorité qui est relative, mais c'est quand même de très loin la première formation. Ce qui m'a frappé aussi, c'est comme Michel à l'instant, qui vient de le dire à l'instant, c'est le succès du Rassemblement national. Alors, je crois quand même que c'est un vrai paradoxe. C'était prévisible que ce fût un succès, mais à ce point-là, ça a quand même dépassé ce que nous pensions les uns et les autres, compte tenu du fait que Marine Le Pen elle-même avait donné le sentiment de ne pas y croire et avait laissé Jean-Luc Mélenchon faire la course en tête dans cette quête assez vaine d'être investi comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc on a vu là qu'il y avait quelque chose de très solide. Et la chose qui m'impressionne le plus, c'est le discours de Mélenchon hier soir. C'est-à-dire, on a vu, je crois, comme l'a dit Michel Cotta à l'instant, il y a un décalage entre le commentaire de beaucoup d'hommes politiques et d'hommes de médias qui disaient c'est le triomphe de Mélenchon, parce qu'ils avaient orchestré ce discours avant. Les gens répètent toujours le discours qu'ils ont préparé avant. Or, en réalité, Mélenchon avait perdu les pédales. Hein. Il ne savait plus du tout quel objectif il poursuivait. Il parlait sans cesse de « personne ne nous empêchera de gouverner ». Il n'était pas question qu'il gouverne, ni de près ni de loin. En réalité, ce n'est pas lui qui a gagné le 3e tour. Si quelqu'un l'a gagné, c'est plutôt Marine Le Pen. Donc il était très déphasé. Et en réalité, il est obligé de découvrir que c'est lui, l'agent du Rassemblement national, parce que en enfermant la gauche dans des positions extrémistes, vraiment extrémistes. Il ne faut jamais oublier la dénonciation de l'accord privilégié, l'Alliance Atlantique, au profit de la Russie, la dénonciation de l'Europe, la remise en cause des principes de laïcité. Ce sont la police tue, bien sûr. Ce sont des ruptures très fondamentales. Tout ça a donné l'impression, a libéré une grande partie des électeurs de ce qu'on appelle le plafond de verre ou la sacralisation républicaine et a permis l'explosion du groupe. Et aujourd'hui, il a l'air assez démuni puisqu'il appelle à la constitution d'un groupe uni pour pouvoir avoir la présidence de la Commission des finances. C'est très important, la présidence de la Commission des finances. Enfin, la France, c'est le gouvernement, hein, c'est pas simplement ça. Et puis, il se voit opposé par l'ensemble de ses partenaires de la NUPES, l'idée que non, chacun aura son groupe comme il était prévu. Donc, le carrosse Mélenchon se transforme à minuit en citrouille et il est le cocher lui-même devient, si je me rappelle bien, un petit rat. Voilà, tout petit. Oui, non, ce qui est important aussi, c'est qu'on verra dans les décomptes et les redécomptes des transferts de voix. Mais je crois avoir remarqué, en suivant hier certaines circonscriptions, que dans les circonscriptions où le NUPES était présent seul, les voix du Rassemblement national sont allées à 40% pour lui. Et l'inverse étant vrai. C'est-à-dire que jamais la porosité des deux électorats n'a été aussi forte. Et c'est ça qui crée quand même le problème. Parce qu'on les voit après à la tribune, dans les tribunes, à la télévision, on les a vus. On a vu le NUPES, mais dans un état épouvantable, contre les représentants de Marine Le Pen. Mais en réalité, leurs électeurs ne sont pas de leur avis. Et c'est ça le danger, et à mon avis, c'est ça un danger dont on n'a pas encore pris conscience, y compris beaucoup de gens qui ont voté Mélenchon d'ailleurs, sans y croire. Alors, vous avez vu que les jeunes donc de 18 à 34 ans, et pas seulement de 18 à 25 ans, 18 à 34 ans, ont voté préférentiellement pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Quand on les interroge, ils disent oh, de toute façon, il est plus sympathique, et de toute façon, il ne fera pas son programme, mais personne ne le fait. Donc les gens ont voté vraiment avec une conscience diffuse de ce qu'est la Ve République. Dominique, comment expliquez-vous alors le succès du mouvement, enfin pas du Front National, mais du Rassemblement National? Mais, comme vous l'avez dit l'un et l'autre, c'est d'abord une grande surprise. Est-ce que c'est une habileté? Ce serait lui prêter beaucoup de qualité à Marine Le Pen, mais elle était toujours en deçà.
Là, juste avant le second tour, elle a annoncé que son intention était d'avoir un groupe de 45. D'abord un groupe, ce dont elle n'était pas sûre auparavant. Ils sont modestes. Oui. Oui. Quand on voit qu'il faut être 15, je crois. Oui. Non, tout à fait. Mais il vaut mieux jouer mais par rapport à Mélenchon, elle l'a joué modeste. Ah oui. Modeste outrancièrement, je dirais. Outrancièrement. Est-ce que Bardella joue un rôle important là dans cette affaire? Oui, Bardella est un bon, mais c'est un bon choix. Non, mais c'est une situation complètement étrange, celle que nous vivons, celle que nous affrontons depuis qu'on connaît les résultats d'hier soir. Est-ce qu'il est possible que ça tienne sur des bases pareilles, où des gens ont voté Mélenchon, pas tous, mais une fraction des gens ont voté Mélenchon sans y croire et sans voir les conséquences qui pourraient s'en suivre, ont voté Marine Le Pen ou les candidats de Marine Le Pen parce qu'elles ne supportaient pas les discours ultra, et c'est peu dire, d'une fraction au moins des amis de Mélenchon. Il y a des propos complètement hallucinants qui ont pu être tenus et qui ne correspondent pas à la logique de la gauche qu'on a toujours connue. D'ailleurs, j'ajoute juste ceci, en plus, certains ont été rebelles, ou alors ils n'y ont pas cru, mais ont été rebelles à l'idée que ce soit Mélenchon qui parraine les gauches. Bon. Et la gauche qu'on a connue, la gauche indispensable à la France, la gauche républicaine, la gauche laïque, la gauche démocratique, où est-elle aujourd'hui ? Où est-elle ? On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour la droite. Jean-Louis Bourlange, de nombreux commentateurs parlent d'un rejet du président, d'un grave échec pour lui. Comment expliquez-vous ce rejet ? Est-ce que c'est un... Je sais pas, il y a manifestement un problème d'une certaine allergie à la personne du président dans la part de certains milieux. Je dois dire, j'ai du mal à la comprendre. Je trouve, écoutez, on peut combattre ou pas l'action du président Macron, mais personne ne peut nier qu'il est intelligent, qu'il a le sens de sa fonction, qu'il est extrêmement compétent, qu'il travaille énormément, qu'il est ouvert on l'a vu dans les Gilets jaunes, on l'a vu sur le Covid, on l'a vu dans les différentes manifestations internationales auxquelles il a participé. Donc je me demande, Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron, vous savez, qui avait analysé les choses, avait dit c'est en fait un cas assez intéressant de jeune homme qui a réussi sans être issu des milieux privilégiés. Parce que quand quelqu'un est issu des milieux privilégiés, on se dit, il a réussi parce qu'il était bourré de fric, qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc on dit, c'est injuste. Mais quelqu'un qui est comme chacun d'entre nous, et qui réussit mieux que chacun d'entre nous, mieux que moi en tout cas, on se dit quand même, il y a un loup, ça va pas. Il y a quelque chose, et je pense à joint à quelques formules assez maladroites qu'il a eues ici et là, ça explique la chose. Et puis au-delà, je pense que, et ça il faut que le président Macron le prenne vraiment en main, il y a l'idée que le pouvoir doit devenir beaucoup plus pluriel, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus partagé. Et là, il en a conscience, mais il n'a pas trouvé encore la formule. Quand il a présenté son conseil de la refondation, c'était pas très très clair, ni très convaincant pour des gens comme moi qui se présentaient au Parlement et on nous expliquait que ce serait autre chose qui s'occuperait de l'avenir. Ah bon, qu'est-ce que je fais moi ? Bon, donc on a eu cette... Mais il faut qu'il trouve effectivement, ça va à mon avis dans la définition d'un nouveau rôle du Parlement qui doit être l'Assemblée nationale, qui peut être cette chambre de dialogue avec la société civile. Moi, je l'ai vu au Parlement européen. Ça fonctionne comme ça au Parlement européen. Le Parlement européen est une sorte de Socrate qui fait la maïotique de la société civile européenne. C'est pas la loi. Et on pourrait... Comment ? Pardonnez-moi, mais il ne fait pas la loi. Non. C'est la grosse différence. Le Parlement européen aussi fait la loi, bien sûr, il fait les directives. Il fait toutes les directives avec le Conseil. C'est un système bicaméral égalitaire, en réalité. Non, il fait les choses. Mais ça, c'est le modèle sociologique que j'évoque. Donc, on peut faire des choses comme ça. Et puis, la décentralisation. Il faut absolument réarticuler le pouvoir local et le pouvoir national. Il faut rendre au Parlement une responsabilité dont les gens soient conscients. Je pense que c'est effectivement le pouvoir doit être
plus humble, c'est ça. Je voudrais juste ajouter ceci. Il y a une dizaine de jours, on a été nombreux à être complètement surpris que de l'Élysée, de la bouche d'Emmanuel Macron, tombe l'idée d'un Conseil national, je crois, de la rénovation. La refondation. Ou de la refondation, dont allaient faire partie des citoyens tirés au sort. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Oui, J'ai appris, alors l'actualité va si vite qu'il faut que je fasse attention, mais nous avons tous appris, il y a quelques minutes, que le premier rendez-vous qui était fixé dans 2 jours est déjà reporté sine die. Oui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a de l'improvisation. C'était pas une très bonne idée. Il vaut mieux ne pas idée. s'accrocher aux idées qui ne sont pas Surtout très bonnes. Quand on a fauté, il vaut mieux dire. Quand on fait une campagne électorale, généralement, on dit. Quand on est président, on se débrouille pour faire un discours, genre Verdun sur le Doubs, comme on cite généralement, pour dire Élysée, mes députés. Élysée, ceux qui me. Ça, on dit ça. Or, ce qu'il dit, c'est Élysée, on va nommer un autre conseil qui va faire autre chose. Bon, ça, c'est une erreur majeure. Mais moi, je voudrais revenir sur 2 points. La façon dont la haine que, par exemple, suscite Emmanuel Macron chez Mélenchon. Mélenchon, on s'aperçoit, il est trotskiste de formation, il est militant depuis qu'il a 18 ans, il s'est empoisonné pendant des années dans des cases de militantisme, secrétaire général, secrétaire fédéral, et puis il s'est battu pendant 40 ans, 50 ans. D'un seul coup, un jeune homme de 37 ans, à son nez, à sa barbe, lui pique tout, mais c'est sûr qu'il est rempli d'une rancœur. Il était déjà rempli de rancœur contre François Hollande, qu'il avait battu à je ne sais quel congrès. Mais là, pour le coup, voilà, c'est cette haine-là que suscite malheureusement Mélenchon. Et le deuxième point, alors ce qu'on ne sait pas quand même, c'est l'évolution des Républicains. Et ça a quand même beaucoup d'importance. Ils ont un pouvoir de balance entre les 2 majorités. Vraisemblablement, ils ont dit donc qu'ils ne feraient pas de pacte. Et on peut comprendre pourquoi. Faire un pacte maintenant avec une majorité affaiblie, c'est difficile. En revanche, ils peuvent jouer le jeu d'une opposition constructive et par conséquent, par exemple, voter le budget. Je dis ça comme ça. S'ils ne le jouaient pas, ça poserait un vrai problème. Et à mon avis, ils ne joueront ce rôle qu'en se divisant. Oui. Parce qu'en entendant le discours de Ciotti, élu dans les Alpes-Maritimes, et on se dit, ça c'est pas possible, ils n'iront pas vers la même direction. Voilà. Copé d'un côté, Ciotti de l'autre, ça ne peut pas marcher. Ce que dit Pradier, d'ailleurs, clairement. Donc, ce que dit clairement Pradier, qui donc fait partie de cette jeune génération, qui sera vraisemblablement d'ailleurs un secrétaire général du parti républicain dans les jours qui viennent, il reste qu'il y a cette équation et cette interrogation autour des Républicains qui peut tout changer. Moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que je partage tout à fait vos analyses. Il y a une interrogation, et je le dis de façon bienveillante à son endroit, il y a une interrogation sur le président de la République. Est-ce qu'il a toujours... est-ce que, débordé par des tâches qu'il a maîtrisées le plus souvent avec talent, je vous rejoins, est-ce qu'il a toujours la vista, l'intuition Enfin, il y a quelque chose... Voilà, j'arrête là, sous forme de question. Je ne sais pas s'il est toujours celui qu'on a connu, pour qui certains ont voté, beaucoup ont voté, et qui conduisait au fond avec habileté le char de l'État déjà dans des obstacles considérables. Habileté, il y a un mystère. Est-ce que vous mais pensez que je suis excessif quand même. Pardon ? Habileté, mais avec quelques chaos quand même. Avec quelques chaos, mais quand même. C'est un gros chaos. Monsieur le député, est-ce que Michel, j'exagère ? Je pense qu'il appartient... Maintenant, le chef de l'État est en face d'une responsabilité très importante. Il a très bien réussi sa réélection. Il a géré de façon très embarrassée les élections législatives. Maintenant, il est en face d'une situation très délicate et c'est l'un des 2 responsables de savoir si on va s'en tirer. L'autre responsable, c'est ce que dit très bien Michel, c'est LR. Moi, je trouve que LR, il y a certaines personnes, notamment le président Jacob, qui posent des problèmes en termes profondément inadéquats du point de vue même des intérêts de LR. Jacob, c'est quelqu'un qui vous dit
Nous sommes de l'opposition, nous sommes un parti d'opposition, nous pouvons faire de la majorité de l'opposition constructive, mais nous sommes dans l'opposition. Et le problème, semble-t-il, c'est est-ce qu'on est dans l'opposition et la majorité ? Alors si on rentre dans la majorité, on va se dissoudre. Je crois que c'est absolument pas comme ça que se présente le problème pour le parti lui-même. Le problème de LR, c'est de savoir s'ils veulent aggraver la crise institutionnelle ou aider le président à la résoudre. Alors, aider le président à la résoudre, ça n'est pas un inconvénient pour eux. Parce que de toute manière, leur adversaire, dans 5 ans, ce ne sera pas Emmanuel Macron, puisqu'il ne peut pas être candidat. Il faudra qu'il choisisse, ce sera je ne sais qui, ce sera peut-être quelqu'un issu de la majorité actuelle, comme M. Philippe, ou d'autres, ou Bruno Le Maire, enfin peu importe. Mais ça sera un autre problème au moment des présidentielles, de savoir comment la droite, le centre droit, le centre gauche, comment ils se situeront par rapport à l'échéance. Mais aujourd'hui, l'échéance, c'est de dire, est-ce qu'on appuie sur le dispositif qui vise à faire exploser, est-ce qu'on embête le président de la République? Et s'ils font ça, à mon avis, c'est un très mauvais calcul pour eux. Parce que ça sera la pagaille assez vite, les Français en auront assez, et le moment venu, le président de la République sera fondé à siffler la fin de la récré en décidant d'une dissolution. Si en revanche, ils font le calcul inverse, eh bien là, ils peuvent. Alors là, je crois qu'ils auraient intérêt à écrire leur lettre au Père Noël, c'est-à-dire à dire ceux qui veulent pas, quelles sont les conditions qu'ils mettent intelligemment, pas des conditions piégeuses, des conditions dont ils doivent savoir qu'elles doivent être réalistes, oui, à l'allemande. Et à ce moment-là, le choix appartiendra au président de la République. Et je pense que quelqu'un comme Copé, qui parle avec beaucoup de sagesse de tout ça, dit des choses très justes. Et simplement, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant de la part de M. Pradier, c'est qu'il ait dit ce que vient de dire Michel, mais de la part de M. Pradier, c'est beaucoup plus difficile. Il a dit à un moment, il faut peut-être arriver à l'idée que nous devons nous séparer. Parce que sur ces deux logiques, nous ne sommes pas d'accord. Une partie sera favorable à l'idée que, parti de gouvernement, on doit aider le président de la République à former sa majorité. Vous vous rappelez, Bernard, on était jeunes, et à l'époque, Léo Hamon, René Capitan, disait que le président de la République, c'était De Gaulle, devait être le sculpteur de la majorité. C'était l'expression qu'employait Léo Hamon, sculpteur de la majorité. Alors, on dit ça, et à ce moment-là, il faut accepter d'être sculpté, si je puis dire. Et puis, ou alors on refuse, et là, on se dit, bon, on joue la crise sociale, on joue la crise du régime, on joue une crise qui est arbitrée, en fin de compte, par Mélenchon d'un côté, par Marine Le Pen de l'autre, et là, à mon avis, le navire de LR prend eau définitivement. Alors je crains qu'il ne soit sur une analyse un peu différente. La majorité d'entre eux, ils misent la dissolution dans l'année qui vient. Il faut attendre un an pour dissoudre. Oui. Donc ils misent... Non, c'est après. Tout. Pour redire après. Ah oui, après. Il n'y a pas de dissolution. Ils misent une dissolution à court terme, c'est 1 an ou 2 ans. Oui. Et dans ce cas-là, ils se disent que s'ils collaborent à ce gouvernement, collaborer entre guillemets, alors ils seront sanctionnés. Tandis que s'ils restent complètement extérieurs, alors la dissolution jouera en leur faveur. Vraiment idiot. Et Michel, est-ce que tu crois que restant en dehors, et la dissolution venant, ils en tireraient bénéfice? Aucun. Parce qu'il y aurait dissolution que s'il y a la pagaille. Puis en plus, à un moment, les Français diront la pagaille, on arrête les frais. Ouais. Comme en 68. Et puis on a quand même, la gauche est à 23%, mettons que tout le reste, c'est quand même la France du centre et de droite, et qu'elle est largement majoritaire. Alors se débrouiller pour, en se divisant, faire que le minoritaire devient majoritaire, c'est quand même le comble de la stupidité. Oui. Donc là, c'est une période de turbulence qui s'ouvre à l'Assemblée nationale, ou est-ce que petit à petit, vous pensez que les choses peuvent s'arranger? Turbulence. Je plains le président de l'Assemblée nationale. Je plains le président de l'Assemblée nationale, dont on ne connaît pas encore le nom. Et d'ailleurs, comment sera-t-il élu? Ça va aussi être difficile, parce que si les extrêmes se mettent d'accord et qu'ils entraînent une partie des LR, on ne sait pas qui est président.
Vous avez déjà vécu Non, moi, à jamais. l'Assemblée une situation Jamais. pareille? On a bien sûr tous vécu, enfin, tous vécu. Edgar Faure-Chavant, on a Et- vécu. oui, on a vécu surtout Michel Rocard. Enfin, Michel Rocard avait 4-5 voix. Bon, 4-5 Et voix. la possibilité. Et le 49.3 qui était, donc 49.3 il a utilisé répétition. 28 voix. Bon, tandis que là, ça n'est pas le cas. Le 49.3, donc, qui est cet article qui permet à une loi de passer sans être votée, ne peut être utilisé qu'une fois et encore à l'occasion du vote du budget. Donc on voit bien que c'est très restrictif et avec 50 personnes à gagner, c'est pas la même chose que quand on en gagne 8. Oui. C'est complètement Ah non, différent. ça peut pas, on ne va pas ramasser ça au marché. Hein. Quel conseil donneriez-vous alors, en l'occurrence, Ben, changer de gouvernement tout de suite, nouveau Premier ministre? Je crois qu'il faut tester, comme il faut éprouver. Nous allons avoir une motion de censure le 5 juillet, puisque M. Mélenchon, je crois, a annoncé qu'il y aurait une motion de censure. Ça sera un exemple très intéressant. On va voir. La gestion, je ne me permettrai pas de dire qu'il faut telle ou telle personne remplacer ou ne pas remplacer la Première ministre actuelle. Tout ça, c'est une affaire d'appréciation. Mais sur le fond, il faut faire un projet gouvernemental bien cadré, bien clair, aller devant le Parlement avec ce projet. Et puis, à ce moment-là, c'est aux parlementaires de prendre leurs responsabilités. Et on verra comment chacun se situera. Et à ce moment-là, on pourra commencer peut-être à construire quelque chose. Il faut voir aussi qui sera le nouveau président de l'Assemblée nationale. Ça va être un test important parce que les amis de Marine Le Pen, pour ne pas parler de Mélenchon, les amis de Marine Le Pen peuvent choisir le, entre guillemets, bon LR pour l'aider à... Sachant qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire élire l'un des leurs à la présidence de l'Assemblée. Et pour la Commission des finances aussi. La Commission des finances, ça c'est Là aussi. à mon avis, c'est quelque chose de majeur, là aussi. Elle peut être confiée à RN, même au Rassemblement national, puisque c'est le groupe le plus important, d'autant que les gens de NUPES feront leur groupe séparé. Voilà. Donc, ils ne sont pas à la hauteur des 89 députés. Par conséquent, l'usage veut, depuis Nicolas Sarkozy, que ce soit, ça aille au parti de l'opposition. Oui, maintenant, c'est un règlement de l'Assemblée. Oui, c'est ça. C'est un règlement de l'Assemblée. Maintenant, il est impossible d'y échapper. Et ça, vous voyez que c'est encore une paralysie encore plus grande que dans l'hémicycle. Jean-Louis Bourlange, hier, Jean-François Copé a fait une comparaison avec la situation de la République de Weimar, avec les conséquences tragiques qui sont suivies pour l'Allemagne. Ça se terminant pour Hitler, oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ce genre de comparaison ou c'est quand même une exagération ? Écoutez, je crois que ce n'est pas une question d'exagération. Ce genre de comparaison peut être utile. La comparaison avec les années 30, il y a énormément de points communs, il y a des divergences aussi. Ce qui est vrai, c'est qu'on est en présence non pas d'un front populaire, mais d'un front populiste ou d'un bifront populiste. Et quand vous additionnez les voix du Rassemblement national, les voix des Zemmouriens, même s'ils sont un peu en perte de vitesse, et les voix de LFI, enfin, et de la partie de la NUPES qui est vraiment sur une ligne de radicalité, vous devez notamment ajouter les Verts de Madame Rousseau, vous arrivez quand même à un ensemble, à une France qui est profondément divisée et qui ne sait plus où il en est. Or là, la tâche du président de la République et du gouvernement, c'est de recoudre, c'est-à-dire de proposer un plan national dans lequel l'essentiel de la nation puisse se retrouver. Ça implique certainement un effort important en matière de sécurité, ça implique certainement un effort important en matière de contrôle, de gestion de l'immigration. C'est simplement, il ne faut pas que l'immigration... Il ne faut pas que les gens qui sont condamnés pour le droit d'asile, parce qu'ils ne sont pas, restent là. Enfin, tout ça n'est pas très difficile à faire. Ça demande effectivement un gros effort sur l'éducation. Ça demande le maintien du soutien à l'économie. Ça demande en même temps que tous les services publics, les grands services publics, l'hôpital, l'école, etc., soient revisités. C'est un travail immense. Et je pense qu'il faut s'y atteler et que, comme disait le général de Gaulle en 1958,
la route est longue, mais qu'elle est belle. Effectivement, il y a des changements à faire Moi, qui je ne la sont trouve pas si belle, là, en ce moment, sont pas pardon, des mais- réformes, et il faut les annoncer. Et à ce moment-là, il faut inviter les forces politiques responsables à se joindre à cet effort ou à le combattre. Et voilà, et il ne faut pas être excessif. Par exemple, la retraite à 65 ans, moi je suis pour, hein, mais je dis, on ne va Bon, pas ça peut- commencer par présenter ça aux Français. Manifestement, il y a un blocage dans un pays qui est aussi rétif, aussi inquiet, aussi angoissé. Ce n'est pas la peine de commencer par lui dire, vous allez rembobiner vos frayeurs et marcher droit. Ce n'est pas comme ça qu'on fera. Mais monsieur le député, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que beaucoup de Français, j'ose le relayer parce que je l'ai dans ma tête, vous applaudirez en présentant avec force et avec vigueur les enjeux de la France d'aujourd'hui. Mais il s'ajouterait immédiatement une question, mais pourquoi on n'a pas entendu parler de ça depuis quelques semaines ? Oui, c'est secondaire. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, en tout cas, je sais que le Maintenant, président de la il faut le République, faire. Maintenant, il faut le faire. le président de la République est confronté à cette nécessité. Des deux côtés, d'ailleurs, Et, on n'a pas entendu. et les forces politiques qui ont été élues hier sont confrontées à cette responsabilité Oui, aussi. tout le monde Maintenant, en il face. faut que chacun prenne ses responsabilités. Dans un monde sociologiquement très très difficile, quand on voit les résultats sur Paris et la banlieue, Mélenchon a gagné. Il a gagné à cause de quoi ? Parce que pour une fois, les jeunes qui ne vont jamais voter, les jeunes musulmans qui ne vont jamais voter, sont allés voter pour lui. Sur la police tue, hein, c'est quand même des trucs... Oui, sur la police tue, etc. Donc, C'est nul. ça, non, mais c'est nul, mais Non, sociologiquement, enfin, je veux dire, ça existe, c'est- puisqu'il y a oui, des gens qui ont c'est voté pour lui révulsant. à cause de ça. Et à cause de. Comment il a baptisé l'ancien ministre de l'Intérieur ? Éborgneur. Bon. Oui, c'est vraiment- Donc, il y a une partie qui a voté pour ça. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a une partie quand même beaucoup plus aisée, qui ne se pose pas les problèmes de la même manière, qui a besoin quand même d'une autorité sur l'immigration, etc., qui n'ose peut-être pas le dire, mais qui le pense. Et de ce point de vue, mais c'est peut-être, ça ne sert à rien de parler là-dessus, ce qui s'est passé au Stade de France pendant l'entre-deux tours ça a pas est été sûrement bon, hein. quelque chose de capital. Et moi, je ne l'ai pas vu. Je dis ça parce que je ne l'ai pas vu tout de suite. Je n'ai commencé à le voir que lorsqu'on a dit que derrière la pagaille, il y y avait des gens des banlieues c'est ça, qui piquaient les sacs et qui coupaient le sac des femmes. Ça, j'ai compris. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était quelque chose qui a à la fois électrisé Mélenchon, d'un côté en disant « ouais, les flics sont encore fait n'importe quoi, le préfet de police est nul, etc. » et à la fois l'extrême droite qui a dit « vous voyez bien, qu'ils sont des voyous, qu'il y a des voyous, qu'on ne fait rien contre eux ». Et pour terminer, je voudrais poser une question générale sur est-ce que la guerre, quand même, qui est présente de façon très violente, très forte, en plus tous les jours sur les écrans, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, est-ce que ça a joué un rôle ou pas, c'est passé complètement à gauche? Non, je pense qu'au début, on a tous été assez fiers que le Dans ce président scrutin, soit comme il est. Et dans ce scrutin, je crois qu'au bout Parce du que compte... le fait que Marine Le Pen soit pro-russe, que Mélenchon également... Vous savez, ce qui s'est passé pendant cette campagne, c'est quand même une mise en sourdine volontaire de l'intelligence. C'est-à-dire que les gens ont refusé de se poser les problèmes, de réfléchir. Ils ne sont pas idiots, les gens. Mais pas du tout. Mais ils ont refusé de poser ces problèmes. Ils ont réagi uniquement en termes de désir. Je veux le pouvoir d'achat, je veux telle chose, je veux, etc. En termes de désir et pas du tout en termes de réalité. Et sur l'Ukraine, ce qui me paraît frappant, c'est la dichotomie complète entre un soutien sentimental à la cause ukrainienne et l'analyse des conséquences politiques que ce soutien devrait impliquer. C'est-à-dire l'idée qu'il faut effectivement renforcer l'OTAN et non pas s'en séparer, qu'il faut effectivement envoyer des armes, sinon les Ukrainiens se font simplement tirer comme des lapins par les Russes et c'est fini. Or, Mélenchon, très clair, il dit il faut renoncer à l'Europe, on rentre les drapeaux, il faut renoncer à l'OTAN, la belle idée aujourd'hui, et il faut en plus... ne pas envoyer d'armes et simplement se contenter de verser des larmes de crocodile. Et c'est ça, cette dichotomie qui est au cœur du malaise français aujourd'hui. Quand vous voyez le programme économique, il est simplement dingo.
programme économique de Mélenchon. Tout garçon, toute fille qui dit 2 et 2 font 4, qui pense ça, regarde ce truc et dit mais comment est-ce possible? Il y a eu des analyses de gauche par Terra Nova qui sont extrêmement claires là-dessus. Les gens le comprennent parfaitement. Ils ont décidé que ça ne comptait pas. Ceux qui voulaient, c'était mettre d'autres gens au pouvoir, donner une claque au pouvoir en place, et puis qu'on réponde enfin à leurs désirs. Évidemment, le terme logique de ce genre de processus à la Chavez-Maduro, c'est qu'au bout du chemin, ce sera bien pire. Donc, il y aura une prise de conscience si ça devait se produire. Mais c'est ça, je crois que c'est... comment s'appelle-t-il l'auteur de l'anorexie cognitive, Il avait analysé ça. oui, qui avait analysé ça de façon extrêmement claire en disant que nos sociétés sacrifient dans leur cerveau la phase investissement, priorité, remise au lendemain des avantages qu'on attend des décisions pour privilégier la case, si je puis dire de façon, la case des satisfactions immédiates. C'est Gérald Bronner, le nom que je cherchais. Oui. Gérald Bronner se lit sur l'anorexie cognitive, et je crois qu'on en est là. On en est là parce que, sans doute, l'éducation est un peu en crise, et les gens ont dit non, on veut tout de suite, et Marine Le Pen d'un côté et Mélenchon de l'autre nous le disent. Retraite à 60 ans, augmentation massive du SMIC, augmentation du pouvoir d'achat, on prend aux riches, ce sont les riches et pas nous, donc on s'en fiche, sans voir qu'effectivement on préparait une espèce de montagne de dysfonctionnement et de crise qui se traduirait par une situation extrêmement tendue, auprès de laquelle, celle que nous avons connue en 83, ce serait de la roupie de Sansonnette. C'est vrai que dans l'esprit des gens, je crois, vous parliez un peu de déni d'intelligence. Alors, ils ont mis peut-être leur intelligence entre parenthèses. Mais en tout cas, dans l'esprit des gens, il n'y a pas de corrélation entre l'inflation et la guerre. Oui. Il n'y a pas de corrélation entre le prix du blé et la guerre. Donc, c'est vrai que depuis 3 mois, toutes les télévisions ouvrent, TF1 notamment, ouvrent sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'immédiat, le pouvoir d'achat, sans jamais analyser que le pouvoir d'achat, il dépend de beaucoup de choses, et qu'en l'occurrence, il dépend de ce qui se passe ailleurs. Et ça a complètement manqué, même à la compréhension des gens, mais on ne leur a pas démontré non plus. Hein. Et moi, j'ajoute juste ceci, que je pense que beaucoup commencent à avoir la gueule de bois. Et qui vont commencer à se rendre compte de ce qui s'est passé du fait de leur vote ou de leur prise de distance, c'est-à-dire en clair du fait de leur abstention. Une situation qui sera difficilement maîtrisable et en tout cas qui sera coûteuse. Je vous propose un mot de conclusion. Michel ? Je ne pense pas que la Ve République ait été faite comme un régime parlementaire, elle a été conçue comme un régime parlementaire. Et donc... moi, je suis très, très pessimiste sur le fonctionnement d'un régime à la fois présidentiel et parlementaire. Jean-Louis Bourlanges ? Moi, je crois qu'on est politiquement, je ne parle pas gouvernementalement, mais politiquement, on est au fond de la piscine. Soit on remonte, soit on creuse. Si on creuse, on meurt. Dominique de Montvalon ? Je partage tout à fait cet avis. J'ai le sentiment d'être comme citoyen au fond de la piscine. J'espère qu'on va remonter. Merci beaucoup Michel Cotta, merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges, merci beaucoup Dominique de Montvalon et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et à bientôt.